Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous à cet espace de psychanalyse pour tous, un espace pour apprendre et pour grandir, nous allons dire. Donc, je vous rappelle que l'objectif de ces rencontres, c'est donc de nous rapprocher de la théorie de l'inconscient. Laura, Marie-Laure, Salma, bonsoir. De nous rapprocher de la théorie. Isabelle, bonsoir. Martine, bonsoir. Marilyn et Céline, bonsoir. Donc de nous rapprocher de la théorie de l'inconscient, c'est-à-dire de la psychanalyse. Et surtout de nous permettre de nous rendre compte de l'importance de travailler au niveau psychique notre santé mentale, c'est-à-dire de soigner notre vie quotidienne. René, bonsoir. Sofiane, bonsoir. Louisa, bonsoir. Claire, bonsoir. Donc, bienvenue à toutes et à tous à cet ESM. Jean-Marc, bonsoir. Psychanalyse, neurosciences, bonsoir. Caroline, Anne-Sophie, Sylvie, bienvenue. Sheker, Tala, et bonsoir à tous. Véro. Donc, l'importance pour chacun d'entre nous de travailler notre psychisme. Isabelle, bonsoir. Bénise, bonsoir. Notre psychisme pour prendre soin, Jean-Loup, bonsoir, de notre santé mentale pour notre vie quotidienne, entre autres. Notre vie quotidienne, entre autres, c'est-à-dire nous occuper de certaines caractéristiques qui peuvent être pensées de façon naïve comme des traits de caractère quand il s'agit en fait de traits névrosés, de symptômes. Michel, Féti, bonsoir. Et qui doivent donc être traités par un professionnel de la psychanalyse. Donc, c'est-à-dire que ce ne sont pas des traits de la normalité, même s'ils sont fréquents. Ne confondons pas la quantité par la normalité. Une chose, c'est la quantité de névrosés qu'il y a, et une autre chose, c'est la normalité. La normalité, c'est les possibilités que l'être humain a, on va dire, d'utiliser les instruments qui sont à sa portée, à sa portée pour travailler sa santé mentale. Donc, il faut aborder donc ces symptômes, il faut les aborder parce que en fait, ils font obstacle à un bon développement de notre vie quotidienne, pour que notre vie quotidienne soit plus vers l'extérieur que vers l'intérieur, on va dire. C'est-à-dire que la psychanalyse est un instrument qui va nous permettre de travailler l'étiologie de ces symptômes, c'est-à-dire quelque chose qui est toujours inconscient. L'étiologie des symptômes est inconsciente pour que ces symptômes cessent de se manifester. Donc, je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero à Madrid. Je m'appelle Clémence Lenis. Et cette école, donc, dans laquelle j'étudie, est une école qui a été fondée en 1981 à Madrid. Et c'est donc une école qui forme des psychanalystes. Et il y a aussi un département clinique pour recevoir donc des patients ou à Madrid ou en ligne. Donc, puisque étudier la psychanalyse, ça se fait dans des écoles de psychanalyse et que la psychanalyse est pour tous, pour tout le monde. C'est un instrument qui est pour tous ceux qui le désirent, on va dire pour tout le monde dans le sens où pour tous ceux qui le désirent. Et que la réalité, depuis la production du concept d'inconscient, donc en 1900, à partir de l'interprétation des rêves, et c'est cette nouvelle réalité qu'a produite Freud, qui vient nous dire que la conscience, ce n'est plus la conscience qui dirige ma vie, sinon que c'est l'appareil psychique qui est surdéterminé par le concept d'inconscient. Donc, c'est-à-dire que c'est un travail, s'occuper de sa santé mentale, c'est un travail qu'il va falloir réaliser ou qu'il nous convient de réaliser pour que le sujet puisse se décentrer justement de ses perceptions, de ses sensations et même de sa raison pour laisser place à un nouveau monde, on va dire, avec ce nouveau concept de l'inconscient. Donc aujourd'hui, nous allons
travailler un texte de Freud qui date de 1915-1917, donc rédigé en 1915 et édité en 1917, et sur les transformations, donc sur les transformations des pulsions, particulièrement dans l'érotisme anal. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, et encore une fois, comme à chaque vidéo de Psychanalyse pour tous, quelque chose qui nous concerne tous. Parce que l'importance du développement de la pulsion chez l'être humain, de son développement sexuel chez l'être humain, rappelons qu'il n'y a rien d'instinctif, que tout est pulsionnel. Pulsionnel, ça veut dire que tout va devoir se faire, tout va devoir se construire. Qu'à la naissance, en fait, nous sommes une page blanche où tout va devoir commencer à être écrit. Et que la constitution du sujet, donc ce parcours de cette construction de pulsions, qui va d'abord commencer par des pulsions partielles, avec la pulsion orale, la pulsion, c'est-à-dire que au départ, ce auto-érotisme, pour passer à la pulsion anale, à la pulsion phallique, pour arriver ensuite à rassembler ces différentes pulsions pour qu'elles puissent en fait se rassembler pour l'activité génitale. Pour l'activité génitale, et c'est-à-dire aussi pour la construction en fait de l'objet, c'est-à-dire que passer de cet auto-érotisme de base à la construction d'une relation d'objet. Et que tout ce parcours, donc, qui va se faire lors de ces premières années de l'enfance du sujet, c'est un parcours qui est très complexe. Je crois que les rêves et leurs interprétations échappent totalement à toute science, qu'elle soit la psychologie et la psychanalyse. Donc voilà, donc ça s'appelle une croyance, non? Merci Alain. Donc ça c'est une croyance, et la psychanalyse vient nous montrer donc autre chose. La psychanalyse, grâce à Freud, nous a montré que les rêves peuvent être interprétés, qu'il y a une méthode d'interprétation, qu'il y a une technique qui est l'association libre en transfert, et qu'il y a un objet à produire qui est l'inconscient. Donc, on disait que dans tout ce parcours, donc tout au long de ce parcours qui est très complexe, dans lequel va passer chaque enfant, dans chacun d'entre nous, nous sommes déjà passés, Arnaud, bonsoir, et il y a des symptômes qui vont marquer en fait, des symptômes dans la vie de l'adulte, qui vont apparaître dans la vie de l'adulte et qui vont marquer des points où la libido en fait régresse, des points de fixation où la libido a la possibilité de régresser. Donc nous savons que il ne s'agit pas de marque qui nous maintient dans le passé, sinon que face à la réalité de l'adulte, quand l'adulte veut échapper ou que la réalité, sa réalité quotidienne est difficile à résoudre pour le sujet, on va dire, sa tendance est de revenir à ces points de fixation. Et donc, grâce à l'interprétation psychanalytique, nous pourrons modifier ces moments qui ont été donc préfixés de la libido et où le névrosé a tendance à retourner chaque fois qu'il y a de l'angoisse, par exemple, chaque fois qu'il y a des événements psychiques du sujet, pas des événements extérieurs, sinon des événements psychiques du sujet, le sujet a tendance donc à revenir. C'est pour ça que on dit qu'il ne s'agit pas que le passé ne détermine pas la vie de l'adulte, sinon que c'est Cynthia bonsoir, Saïda bonsoir, sinon que c'est le futur, c'est-à-dire que c'est la relation du sujet avec son être mortel qui fait que il a la possibilité, son appareil psychique lui donne la possibilité de régresser, de revenir à ses pulsions partielles, à faire on va dire une régression, c'est-à-dire revenir à ces points qui ont, à un moment donné, été un point de jouissance. Donc, la libido, cette énergie sexuelle qui va permettre à l'enfant, on va dire, de découvrir, de découvrir son propre corps et sa relation de son corps avec le monde. La libido sexuelle, donc, doit réaliser cette
la libido régresse, c'est-à-dire qu'elle revient à des points de fixation du parcours. C'est-à-dire que dans toute cette évolution, donc, qui est très complexe, non, parce que la libido, en fait, elle va avancer dans son processus. On va tous commencer donc par la bouche. Premier contact avec le monde, ça va être donc par la bouche. Et en fait, la libido va avancer pour conquérir de nouvelles zones érogènes. Donc, nous avons les zones qui ont été définies par Freud. Il y a l'étape orale, l'étape anale, l'étape phallique et l'étape génitale. Et entre l'étape phallique et l'étape génitale, donc il y a cette période qu'on appelle la période de latence, qui est une période de répression, c'est-à-dire que on va tout oublier, tout va être réprimé, tout va devenir matériel inconscient de tout ce processus. Libido et pulsion sont la même chose. Donc la libido, c'est l'énergie sexuelle, l'énergie sexuelle particulière, on va dire. La pulsion, c'est un autre type d'énergie, non, puisque nous avons la pulsion de vie et la pulsion de mort. Mais que la libido est comprise dans cette pulsion de vie. Donc c'est la libido qui va nous permettre, bonsoir Nathalie, Yann, bonsoir, et qui va donc faire tout ce parcours, et dans ce parcours qui est très complexe pour l'enfant, puisque en fait il va devoir apprendre, non, avec une grande quantité d'informations qu'il n'a pas. Donc dans ce parcours, ben, il va définir, il va commencer, on va dire, à définir, non, sa position, sa relation avec les autres. Donc, et donc ensuite, il doit arriver à pouvoir donc érogénéiser toute la zone génitale, non, puisque tout, bonsoir Nina, tout va se regrouper sur la zone génitale pour préparer donc à l'âge adulte la fonction de la reproduction. D'accord. Et donc à chaque étape, ben, il y a des composants libidinaux qui vont se fixer. Alors c'est pas quelque chose de mauvais, puisqu'en fait la bouche, comme vous voyez, c'est toujours quelque chose, non, que ces fixations infantiles en fait vont nous servir à pouvoir aujourd'hui continuer à avoir des jouissances avec la bouche, par exemple en parlant. Hein. Et que donc, tout au long de notre vie, ben, nous allons continuer à jouir avec ces mêmes points érogènes par lesquels nous sommes passés, la bouche, l'anus et d'autres parties du corps, les oreilles. Non, ce sont des zones érogènes qui vont se maintenir pour toujours. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu ce que ça signifie la pulsion sadico-anale, sadique-anale, pour tous vos problèmes d'amour. Ah oui, donc la pulsion sadico-anale, c'est-à-dire le caractère anal. Parce que ce que Freud va nous montrer, c'est comment ces pulsions, non, donc partielles du départ, se sont transformées avec la répression, puisqu'au moment de la répression, avant l'époque de latence, ce moment de répression, en fait, il y a ce qu'on appelle les barrages, la morale, la pudeur qui vont s'établir dans le sujet, la honte, tout ça, ce sont des barrages, la morale, ce sont des barrages qui vont s'établir pour empêcher que l'enfant qui a l'habitude de jouir, non, de toutes les manières, ben on lui a dit non, ça c'est pas possible, ça tu peux pas, non, ça avec ça c'est pas possible, non, non, non. Hein. Il y a donc tous ces barrages qui vont maintenir pour éviter que justement ces tendances de satisfaction infantile ne reviennent pas à l'âge adulte. Donc, pour faire référence au caractère anal, j'ai trouvé une petite anecdote que j'ai trouvée sympathique sur l'origine de l'expression « comment ça va ?» Et l'origine de l'expression de « comment ça va ?» en fait, c'est une expression du Moyen-Âge et du début donc de la médecine pour le grand public. Et à l'époque, en fait, c'était l'essentiel de la santé était basé sur les selles. Et la question « comment allez-vous » renvoyait directement à la consistance des selles, à leur odeur, à d'autres qualificatifs de la défection de l'interlocuteur. Et donc, l'anecdote racontait aussi que c'était à la cour, non, on posait la question au roi le matin, c'était « Sa Majesté est-elle bien allée ce matin ?» Est-elle bien allée, non, à la selle. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était très important puisque tout allait de là allait dépendre l'humeur du roi
et donc l'humeur qu'il pouvait y avoir donc à la cour à ce moment-là et de tout ce qui concernait donc le roi. Bon, pour faire référence donc à ce bonjour, comment ça va? C'est intéressant de voir comment notre érotisme anal est dans notre vie quotidienne. Donc, pour revenir à Freud, dans les trois essais sur la sexualité infantile, donc son texte de 1905, Freud va nous présenter donc cette étape anale comme la première étape qui va montrer que l'enfant va se retrouver pour la première fois donc dans son développement face à la situation, on va lui demander quelque chose, parce que jusque-là, on lui demandait rien de particulier, tandis que là, on va lui demander d'aller sur le pot. D'aller sur le pot, c'est quand il va commencer donc à aller sur le pot, et on va lui demander de faire ses besoins dans le pot. Et c'est là, c'est un moment donc très important dans l'étape, dans ce processus, dans ce développement, puisque c'est là où pour la première fois, l'enfant va avoir la possibilité de dire non. C'est-à-dire non, je vais retenir. C'est-à-dire que ou il va laisser passer, c'est-à-dire il va donner ce cadeau à sa maman, c'est-à-dire son petit caca. Donc il faut savoir que pour l'enfant, à cette époque-là, c'est la première partie de son corps, que pour lui, ce n'est pas le résultat du travail digestif, sinon que c'est une partie de son propre corps qu'il va laisser passer, qu'il va permettre, et pour faire un cadeau en fait à maman, une partie de son propre corps qu'il va donner à maman. Donc quand il accepte, d'accord, quand il accepte, et d'autres fois il n'accepte pas, donc il va retenir, il va retenir, et c'est là où on va voir commence à voir donc les premiers rapports de l'enfant avec les personnes de son entourage. Et donc c'est cette époque, donc on va appeler du sadisme, de l'érotisme anal, qui joue des rôles donc très importants dans la vie de l'adulte, et bien évidemment sous d'autres formes. Donc, et Freud va se demander donc de ces pulsions de l'enfant, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Parce que s'il y a de l'énergie, comme nous savons, l'énergie ne disparaît pas, sinon qu'elle va se transformer. Que rien ne se perd, mais tout se transforme. Et donc Freud va se demander que vont devenir donc ces pulsions érotico-anales, le choix d'offrir ou pas le bâton fécal. D'accord, très bien René, effectivement. Donc ça va être considéré comme un bâton fécal, comme dit René, c'est-à-dire que ça va être considéré un petit peu comme un pénis. On va voir qu'il y a toutes ces associations qui vont se faire donc dans l'inconscient, et qui sont donc ce que découvre Freud, est vraiment très intéressant. Et donc, puisqu'en fait, après, il n'y va plus y avoir de manifestation dans la vie sexuelle, sinon que ça va prendre une autre forme, ça va passer par une transformation. Et donc, Freud va nous montrer pourquoi ça va se transformer dans certains caractères, parce qu'il va nous dire qu'en fait, il va y avoir des formes qui vont apparaître chez le sujet comme des traits de caractère. Donc, et il va nous dire donc que dans cette étape, ce caractère anal, donc cet organe érogène qu'est l'anus, cet érotisme qui va se développer donc à ce moment-là, cette voluptuosité en fait de l'acte de déféquer, et les selles qui vont être l'objet, l'objet, cette relation avec cet objet, qui vont s'associer. Donc tout ça, Freud va nous montrer, c'est ça qui est intéressant, de voir ce qu'il a découvert, c'est-à-dire que ça va être associé, donc les selles, le caca, va être associé à au cadeau, au pénis, et même à l'enfant. Et ensuite, on va voir qu'il va rajouter en plus, bonsoir Véronique, il va rajouter en plus, donc il y a le cadeau, le pénis, l'enfant, et maintenant j'ai oublié, et l'enfant, donc le caca, et il en manque un parce qu'il y en a 5, donc, et l'argent, ah bah voilà, et l'argent. Donc, et il va nous montrer comment ces 5 éléments sont dans l'inconscient, des équivalents symboliques. Et ça veut dire que l'un peut prendre la place de l'autre.
Et donc, il va nous montrer comment, en écoutant ses patients, comment il s'est rendu compte petit à petit, non, en étudiant, en écrivant tous les soirs, donc les cas cliniques, il s'est rendu compte comment, et ça avait pour le sujet névrosé le même sens. C'est-à-dire que l'un pouvait prendre la place de l'autre. Donc, le caca, les selles, le cadeau, le pénis, l'enfant et l'argent. La famille, bonsoir, et Daniel, bonsoir. Par exemple, il va commencer dans ce texte donc de 1915, il va commencer, parce que dans le texte de 1908, où il a parlé donc de ce caractère anal, il va nous montrer que en réprimant cet érotisme anal, en fait, ce qui va, Annie, bonsoir, ce qui va se produire, c'est que il va y avoir une transformation et des traits de caractère qui vont s'inscrire chez le sujet, qui vont être, donc il va parler de l'obstination, de l'avarice, et comment ça s'appelle, de l'ordre, d'être très minutieux, d'aimer l'ordre, énormément les gens qui adorent que tout soit bien en ordre. Donc il va montrer que ça, ce sont des caractéristiques, des transformations de notre érotisme anal. Non, donc, est-ce qu'on disait, donc ce ne sont pas des traits caractéristiques qui font partie de la même normalité, même s'ils existent chez de nombreuses personnes, sinon que ce sont des symptômes. Donc, il va donc nous expliquer un petit peu dans ce texte comment il en est arrivé à dire que, en fait, que ces 5 éléments, c'était des équivalents. Et ce que ça signifiait, hein, parce que le fait que ce soit pour le sujet des équivalents, bah, c'est-à-dire que, par exemple, il va traiter l'argent comme de la merde. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont une très mauvaise opinion de l'argent, par exemple. Pourquoi? Alors que l'argent, pour un sujet qui n'est pas névrosé, ou quand on n'est pas névrosé, ben c'est un équivalent général. C'est-à-dire qu'avec l'argent, on peut tout acheter. Non, que pas simplement ni un enfant, ni un pénis, non, ni un cadeau, sinon qu'on peut tout acheter. Donc c'est quelque chose qui va nous permettre, on va dire, de grandir économiquement. Le fait de pouvoir utiliser l'argent comme équivalent général, c'est quelque chose qui va nous permettre d'être en relation avec le monde, avec l'extérieur. Alors que si l'argent est considéré par le sujet, donc névrosé, comme un équivalent du caca, ben, ça va être très difficile qu'il puisse, non, il va être avare par exemple, non, pour le garder, donc de retenir de cette époque anale où les selles en fait étaient retenues parce qu'on ne voulait pas les donner. Donc Jean-Marc demande s'il existe un adulte non névrosé. Donc, on n'est pas névrosé tout le temps, Jean-Marc. D'accord? C'est pour ça qu'on va dire que oui, tout le monde est névrosé dans le sens où la névrose peut apparaître en chacun de nous à un moment donné. Une autre chose, c'est qu'il y a des traits de caractère. Des traits de caractère où on peut voir pratiquement dans la rue, non, on peut voir dans la rue, quand on va écouter les gens, rapidement, de voir quelle est leur position. Non, donc pas en relation avec leur érotisme anal, ça on va le voir en séance, mais sinon que oui, que névrosés, nous pouvons l'être à un moment donné. Donc après, même les personnes qui travaillent pour leur santé mentale, pas de temps en temps, non, ils peuvent avoir face à la réalité, on va dire face à la réalité des situations où la réponse face à la réalité va être névrosée. C'est-à-dire que je vais répondre avec les idées que j'ai dans la tête, avec mes fantasmes, au lieu de répondre avec les éléments que la réalité me donne. Hein. Donc c'est ça qui va faire que je peux être à un moment donné névrosé sans répondre correctement à la réalité, sinon plus par mes idées personnelles. Donc, quand on parlait, donc il va nous expliquer déjà, oui c'est surprenant, hein, Kim, c'est surprenant. Donc il va nous expliquer déjà, il va nous montrer comment, pour faire l'association, il dit faire l'association entre le pénis et l'enfant, il dit ça, c'est un des éléments les plus faciles. Et donc il va voir en étudiant justement la situation de la femme. Puisqu'en fait, la situation de la femme, bah, la petite fille, quand elle est toute petite, elle désire avoir un pénis tout comme le garçon. C'est-à-dire quand elle se rend compte qu'elle n'est pas dotée de la même façon que le garçon, bah, elle va avoir envie d'avoir la même chose que lui. Et ça, c'est un mécanisme par lequel tout le monde, nous allons passer, enfin, toutes les petites filles, non? Les petits garçons, ils vont avoir une autre histoire, mais que toutes les petites filles vont avoir
hein, vont envier le pénis du garçon. Et que ça, Freud il va nous montrer que ça va donc passer après cette envie de pénis, ça va être réprimé, donc ça va passer à l'inconscient, donc après ça peut ne pas réapparaître pour le sujet, parce que ça va apparaître sur une autre, sous une autre forme, non, sous une autre forme. Mais il dit qu'en fait les femmes, elles vont donc réprimer ce désir de pénis et elles vont le transformer par désir d'enfant. Et donc elles vont désirer un enfant. Et Freud il dit que même que très souvent chez les femmes, elles considèrent de façon inconsciente, non, parce que quand on parle de Freud, on parle de ses interprétations qu'il a fait donc sur le sujet, mais en fait ce sont des choses qui d'une façon ou d'une autre nous touchent tous à un moment donné. Et c'est-à-dire que il dit que la femme, elle considère que désirer des enfants, c'est une façon, c'est comme une compensation par le fait qu'elle n'ait pas eu de pénis. Non ? Suite de Blower. Freud fait usage de ce terme. Il caractérise en particulier la névrose obsessionnelle par l'intensité de l'ambivalence qu'il rattache à une période précise de l'évolution libidinale. Oui, Samia. Donc, donc il va dire que déjà là, il y a une équivalence. C'est-à-dire que, et ça c'est très fort, parce que Freud, en fait, il va nous dire que la femme, donc elle va faire cette association, c'est-à-dire qu'elle va abandonner son envie de pénis pour commencer à avoir envie d'un enfant. Et ensuite, elle dit, il nous explique que, en fait, après, elle va se rendre compte que pour pouvoir avoir un enfant, elle va avoir besoin d'un homme, encore qu'aujourd'hui, c'est même plus nécessaire, mais que dans tous les cas, on va dire que c'est préférable, mais qu'elle va avoir besoin d'un homme et que dans cet homme, elle va gagner aussi le pénis. D'accord ? C'est-à-dire que ce sont quand on dit que nous sommes, non, que c'est l'inconscient qui va, nos désirs inconscients qui vont diriger notre vie, c'est ça, non, que c'est ça, selon les lectures de Freud, ce qu'il nous montre, c'est que c'est ça. Donc il y a une équivalence entre l'enfant, le pénis, le désir de pénis, l'envie de pénis, aussi dit une sorte de réincarnation. Oui, c'est une façon de dire, mais en fait c'est un déplacement. C'est pas une réincarnation, c'est un déplacement. C'est un déplacement. Donc du désir de pénis, ça va passer au désir d'enfant. Du désir d'enfant, ça va passer au désir d'un homme. Et quand elle a l'homme, elle a le pénis. Et puis avec un peu de chance, elle peut même avoir un enfant. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'il y a cette satisfaction. Et on voit que chez de nombreuses mères, l'enfant, plus qu'un enfant, en fait, c'est une sorte de partie, une prolongation de la femme. Et en fait, c'est une représentation et ça crée bien évidemment de nombreux problèmes, autant chez la femme que chez les enfants, quand en fait, c'est quelque chose, ce pénis, en fait, leur enfant, c'est leur pénis. Non ? Et on le voit aussi, par exemple, dans les femmes qui sont enceintes, non ? Vivre sa masculinité désirée à travers son enfant. Je ne sais pas si c'est la masculinité, non ? C'est pas la masculinité c'est autre chose. Non, c'est pas la masculinité, c'est l'envie de pénis. Non, c'est pas être masculine, c'est l'envie de pénis, ce que représente pour elle ce pénis. C'est-à-dire que c'est une exagération, non ? C'est une exagération dans le sens où on donne trop de valeur, non, à ce que c'est qu'un pénis. Et ça, on donne trop de valeur, on va dire, autant la femme que l'homme, non ? Dans le sens où c'est un organe qui va servir pour la reproduction. Non ? Donc, donc d'un côté, il va nous montrer donc cette association qui va rester dans l'inconscient. Hein ? Donc c'est l'envie du pouvoir. Ça c'est l'ambition, non ? L'envie du pouvoir, il faudrait voir ce que ça signifie pour chaque sujet, non ? Il faut écouter le sujet et l'envie du pouvoir. Non, le pénis, ce n'est pas obligatoirement le pouvoir, non ? Peut-être que dans le cas de Cynthia, mais il faut voir, il faut écouter. Je veux dire que l'envie du pénis, c'est l'envie de pénis. L'envie de ne pas mourir. D'accord, l'envie de ne pas mourir. D'accord. C'est une façon parce que si les femmes ont un pénis, c'est une manière d'annuler la mortalité, non ? Comme une tentative d'annuler, quid des femmes qui ne désirent ni homme, ni avoir un enfant. Il faut voir ce qu'elles désirent, parce que non, ce que va dire Freud, c'est qu'au fond, à chaque fois, la femme, elle va désirer. Il y a des femmes qui désirent des maisons,
Non, ils adorent leur maison, leur intérieur, et en fait, c'est comme une représentation, ou les femmes qui sont enceintes. Non, c'est-à-dire que la femme est, elle est surdéterminée par cette situation biologique. Donc c'est pour ça que la psychanalyse, c'est quelque chose, c'est un instrument qui va lui permettre, non, de remettre, on va dire, les choses à leur place. C'est-à-dire que le pénis, c'est une attribution infantile que la petite fille fait au garçon, mais à l'âge adulte, ça n'a plus lieu d'être. Et que si ça fonctionne encore, c'est une attitude plus névrosée qu'autre chose. Donc il va nous expliquer donc d'un autre côté que ces excréments donc correspondent aussi, sont associés aussi, donc les selles, le caca est associé aussi au premier cadeau. Parce qu'en fait, c'est donc cette première partie du corps qui va se détacher du corps et qui va être pour le nourrisson, enfin le petit enfant, donc, qui va faire caca sur le pot et qu'il va laisser passer, parce qu'en fait, c'est comme s'il n'avait jamais fait caca, non, tant qu'il ne prend pas la décision de le faire, et qui va le faire grâce aux encouragements en fait de la personne qui s'occupe de lui et qui va lui indiquer, non, puisque ce dont il s'agit, c'est de l'éduquer en disant on ne peut pas faire caca tout le temps dans ses couches, donc il va falloir apprendre à faire caca à un lieu précis. Donc on va l'aider, non, on va l'aider euh, à, euh, à établir, non, à établir ce lieu en disant c'est là où tu dois faire. Et donc il va le faire, mais il va le faire par amour quand il le fait, c'est-à-dire que c'est par amour et c'est une sorte de cadeau qu'il va donner donc à sa maman ou à la personne qui s'occupe de lui, non? Donc, et donc c'est-à-dire que c'est l'envie du pénis est une défense contre la castration. Une non-acceptation de la castration. Une non-acceptation de la castration. Hein, parce que la castration, elle existe et c'est quelque chose qui nous constitue comme être humain. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui va nous manquer. Donc la castration est nécessaire pour la vie de chacun d'entre nous. Non, Isabelle, est-ce qu'il y a une raison pourquoi l'enfant refuse ou accepte de donner ce petit cadeau à sa maman, à part son trait de caractère, une frustration envers sa mère, par exemple? Exactement. C'est-à-dire qu'il peut être fâché avec maman. Non, parce que c'est pas le trait de caractère. Les traits de caractère va s'établir après. Non, c'est-à-dire que c'est parce qu'il est fâché avec maman, donc il ne va pas lui donner le cadeau. Non, et parce que là, il va commencer à apprendre et voir qu'il a un certain pouvoir. Donc après, chaque enfant va se manifester et jouer donc, dans cette relation d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que ça va être la première fois où il va se retrouver face à une attitude narcissique, donc il le garde pour lui, et l'amour pour la mère, non, c'est le premier objet, donc c'est la première chose, c'est son premier geste d'amour, on va dire, non, où il va céder, donc certains cèdent leur excrément sans difficulté, c'est-à-dire il les sacrifie à l'amour, non, ou bien il les retient pour en tirer des jouissances, d'accord, pour en tirer des jouissances érotiques, et qui ensuite donc se transformeront donc comme traits de caractère, comme les personnes qui veulent absolument affirmer leur volonté, qui sont entêtées, obstinées, et donc c'est une fixation qui est à l'origine non narcissique à l'érotisme anal. Donc c'est toujours, mais attention, quand on dit fixation, c'est pas qu'on est resté là, on l'a abandonné, mais on y revient, d'accord? C'est pour ça que c'est toujours, pas, ça dépend pas du passé, sinon que ça dépend de la situation actuelle du sujet qui va résoudre, on va dire, non, que c'est une méthode de défense, effectivement, la meilleure solution que le sujet a trouvée, puisqu'il n'a pas, quand il n'a pas l'instrument psychanalytique, la meilleure solution qu'il a trouvée, c'est de régresser à ce moment-là. Alors, qui ne donne pas ses selles n'aimerait pas sa mère. Non, non, mais ne soyons pas aussi... On dit que c'est un geste d'amour de donner ses selles, non? C'est-à-dire que c'est le premier geste où l'enfant va renoncer à son narcissisme. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il aime sa mère, que tout l'amour de sa mère n'est pas seulement quand il va sur le pot, non? D'où le sadisme et le masochisme, par exemple, Isabelle, effectivement, non? Que va se développer ici. Donc, nous sommes toujours donc dans la phase prégénitale. D'accord? La phase prégénitale, c'est-à-dire que le pénis, en fait, nous sommes dans cette... Maintenant, nous ne sommes pas encore à l'époque phallique, et donc il n'y a même pas, de pénis à ce moment-là, non? Enfin, c'est un petit zizi, non? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de...
Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence sexuelle, non, bien évidemment. Donc, et donc on voit que pour l'enfant, donc le cadeau, non, pour l'enfant, après, quand ça continue chez l'adulte, c'est là où on va dire que là il y a un symptôme. Tout ce qui est normal non, pour cette étape de l'enfance, du développement qui est tout à fait normal, ne l'est plus du tout pour l'adulte, non. Alors que nous vivons dans une société qui fait un petit peu l'inverse. On accepte toutes les choses bizarres des adultes, et par contre, pour les enfants, on va tout de suite les envoyer chez le psychologue parce que ça fait 3 jours qu'ils refusent ou qu'ils refusent de faire caca. Non, c'est un processus. Pour l'enfant, ça va être un processus d'apprentissage aussi. Non. Pourquoi cette période caractérise particulièrement la névrose obsessionnelle? Eh ben parce que c'est le névrosé, non? Ce type de névrose, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il régresse à cette étape de son développement. Non, de la même façon que la schizophrénie revient à l'étape orale, non, par exemple. Non. Et donc l'ambivalence. Donc c'est la façon de... Et en fait, ce que Freud va nous dire, y a-t-il un lien entre cette rétention des selles et un enfant qui devient opposant à l'adolescence? Je ne sais pas, Séverine, ça il faudrait voir, non, parce que une chose c'est le trait de caractère de l'adulte, non, qui est obstiné, qui veut s'imposer, il faut voir, parce qu'après, devenir à l'adolescence, s'opposer aux parents, être rebelle, ça fait partie de l'adolescence, non, ça fait partie de cette chose où on se rend compte que nos parents n'étaient pas ce qu'on avait imaginé. Est-ce que le fait de mettre son caca dans le pot, qui est un lieu imposé, est aussi perçu comme frustrant, ce qui va développer plus tard une névrose? Non, non. Bon, l'imposition, c'est l'imposition, donc l'encoprécie. Je ne sais pas ce que c'est, Marion, pardon, je ne sais pas ce que c'est. Non, 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 que ce n'est pas frustrant. En plus, il faut savoir que c'est l'érotisme anal, qu'il y a beaucoup de jouissance de la part de l'enfant. C'est pour ça qu'il y en a qui vont pas seulement, non, donner leur sel directement, c'est-à-dire qu'ils vont continuer, c'est une sorte de masturbation de l'enfant, non, une masturbation anale, et c'est pour ça qu'il ne renonce pas à sa jouissance anale, non, c'est pour ça qu'on dit que c'est un moment important, puisqu'il va apprendre à renoncer à sa jouissance anale pour donner le petit cadeau à maman, non. Si un adulte retient ses selles pendant une semaine, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut étudier, Alexia, mais c'est aussi par, non, en grande C, qu'il y a une partie d'érotisme anal qui est en jeu. Mais bon, après, il faut étudier la situation de chaque sujet. L'adulte, il faut toujours l'étudier pour voir. Après, Freud, il nous a montré comment, chez les enfants et par lesquels nous sommes tous passés, nous l'avons tous vécu d'une façon différente, c'est-à-dire que nous avons tous renoncé à notre narcissisme d'une façon différente. Non. Donc, c'est particulier. Des économies de chasse d'eau, pardon. Et encore précis, c'est le fait pour un enfant de faire ses selles sans pouvoir les retenir. Donc, sans pouvoir les retenir. Donc, vous voyez, ça, c'est une autre situation. Donc, après, je ne sais pas, il faut voir. Non, on revient lors de la régression à un stade où il y a possibilité de plusieurs stades. Ben oui, c'est pour ça qu'on est, il n'y a jamais vraiment un névrosé obsessionnel à 100%. Puisqu'en fait, il y a des régressions qui peuvent se faire à l'étape sadico-anale, il y a des régressions qui peuvent se faire à l'étape orale, il y a des régressions qui peuvent se faire à l'étape phallique, comme pour l'hystérie par exemple. Donc pour chaque, non, mais que personne n'est névrosé que d'une seule manière, c'est-à-dire qu'on va régresser, non, besoin de s'affirmer, d'être indépendant, tendance vers le narcissisme. Mais le besoin de s'affirmer, d'être indépendant, c'est de l'adolescence, c'est quelque chose que heureusement que ça arrive. Non, de s'affirmer, de vouloir être indépendant. Après, il va falloir lui apprendre ce que ça veut dire être indépendant. Donc, on va dire, donc, vous vous rappelez aussi que donc à cette époque-là, pour l'enfant, le vagin n'existe pas. Donc, il y a ce qu'on appelle la théorie de la cloaque. Et la théorie de la cloaque, donc, c'est l'explication que l'enfant se fait de d'où viennent les enfants. Et donc, l'explication qui va se faire, c'est que on mange quelque chose et puis après ça sort comme le caca. Donc encore une fois, on va voir qu'il y a une similitude avec l'enfant, non, et les selles, dans le sens où c'est la manière dont l'enfant
bonsoir Sylvie. Donc c'est la manière dont l'enfant va expliquer ce phénomène, puisque lui, il ne sait pas que le sperme existe, il ne sait pas que le vagin existe, donc avec les éléments qu'il a, c'est l'explication qu'il se fait. Son investigation scientifique arrive jusque-là. C'est pour ça qu'on va dire que l'investigation scientifique va toujours échouer dans la cloaque, je ne sais pas Sylvie, je ne sais pas, merci, c'est vous qui allez me le dire Sylvie, j'en sais rien. La cloaque, la théorie de la cloaque. Moi j'ai mis de la cloaque, mais je ne sais pas. La régression totale et les régressions partielles. La régression totale, ça n'existe pas, c'est toujours des régressions partielles. Non, c'est des régressions partielles. La régression totale, ça... Comment on va régresser totalement? Non, c'est une partie de notre énergie. C'est pour ça qu'en fait, c'est une partie de notre énergie qui régresse et donc on ne peut pas utiliser dans la réalité. Il y a une partie qui est utilisée pour des satisfactions infantiles. Et donc, il va nous expliquer, donc, pour reprendre, non, c'est le cloaque. Ok. Donc, c'est la théorie du cloaque. Donc, il va nous expliquer que ces traits de caractère, donc, qui vont se manifester et qui viennent de ces sources de l'érotisme anal. Et c'est donc l'avarice, la méticulosité, il dit, et l'obstination. Donc, et il va donc se demander toutes ces choses qui arrivent à l'enfant, donc à l'époque de son développement de l'étape anale, il va demander que va faire cet érotisme, cette énergie de cette époque-là, comment elle va se transformer, puisqu'en fait elle va être obligatoirement réprimée. Et donc il dit que, bien sûr, dans ce texte, il reprécise, et il dit, comme partout ailleurs, je précise que tout ça, je vais l'expliquer, que ces processus évolutifs, je les ai découverts grâce à la régression névrotique. Donc c'est en écoutant les patients que j'ai pu me rendre compte de ce processus de régression. Donc il va nous présenter à l'interprétation des rêves. Madame, cet auto-érotisme est continu chez l'enfant. Non, l'auto-érotisme, c'est cette première satisfaction où il n'y a pas d'objet. Non, il n'y a pas d'objet. C'est un auto-érotisme où c'est l'enfant sans objet. Le cloaque. Ok, nous sommes tous d'accord. Donc, et il va nous dire que donc dans les productions de l'inconscient, donc nous avons vu qu'elles étaient nombreuses, les productions de l'inconscient, les lapsus, les oublis, les mots d'esprit, les rêves, les symptômes. Et là, il va parler, Freud, de ces productions d'inconscient qui sont aussi donc les associations libres, donc ce qu'il a écouté en consultation, les associations libres des patients, leurs fantasmes, leurs rêves et leurs symptômes. Et il s'est rendu compte que dans ces 4 productions de l'inconscient, que dans l'inconscient, ces éléments dont on parlait, donc l'excrément, l'argent, le cadeau, l'enfant, le pédiche, ça se distingue mal. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Et c'est-à-dire que l'un peut remplacer l'autre. Alors il dit que bien évidemment ça va provoquer utiliser cette même dénomination sur des choses qui après existent à l'âge adulte, mais ça existe aussi pour l'enfant et ça va être réprimé. En fait, ça va garder la valeur infantile. En fait, toutes ces choses vont garder leur valeur infantile. Et le névrosé ne va pas abandonner ses valeurs infantiles. Et donc, ils peuvent être interchangés de façon sans aucun inconvénient. Donc, on va nous montrer encore un petit peu des associations. Donc, il va nous parler... Donc, il dit que cette autre association, donc entre l'argent, avec l'argent et les selles, il dit qu'en fait, l'enfant ne connaît pas d'autre argent que celui qu'on lui donne. Et que c'est pour ça qu'il va l'associer au cadeau. Que c'est le cadeau, en fait, l'argent qu'il reçoit, c'est toujours des cadeaux, puisqu'il ignore l'argent qui a été gagné, il ignore encore l'argent hérité, et donc l'argent qu'il reçoit, ce sont des cadeaux. Donc il va y avoir cette association entre les selles, l'argent et le cadeau, enfin les selles, le cadeau et l'argent.
Et donc, c'est pour ça que l'intérêt que l'enfant va porter à ces selles, donc au départ, non, les selles, quand on voit les petits-enfants, ils peuvent jouer avec le caca, ils vont jouer à peindre avec le caca. Si on les laisse, non, ils vont en mettre partout parce qu'ils n'ont pas encore ce barrage, non, de berk, hein, c'est le caca. Donc, il faut pas toucher ça, c'est sale, non, c'est sale, vous voyez. Donc après, on est très méticuleux, non, pour pas montrer qu'en fait, il y a encore une satisfaction pour déguiser en fait encore cette satisfaction avec les selles. Et en fait, donc il dit que l'intérêt que l'enfant porte pour ses excréments, en fait, il va passer petit à petit, il va se déplacer à l'intérêt qu'il va y avoir pour les cadeaux. Vous voyez comment les enfants, ils adorent les cadeaux, hein, ils adorent les cadeaux. Donc, et ensuite, il va passer à l'argent, un obsessionnel malpropre. Y a-t-il une relation avec cette période dont vous parlez? Oui, tout à fait. Tout à fait, exactement. Donc les obsessionnels en général, non, ne prennent pas soin d'eux, ils laissent pousser leurs ongles, ils se coiffent pas bien, ils se lavent pas bien, ils portent des habits un petit peu sales. Non, c'est-à-dire qu'ils ont un manque de soins et ça vient donc effectivement de cette période. Et donc il va remettre en association, il dit donc il y a cette association chez la femme qui nous montre comment est associé le pénis avec l'enfant, mais il dit mais il y a une autre type d'association, et ce dont faisait référence donc René auparavant, qui parlait de ce canal muqueux, de ce bâton fécal. Non, c'est-à-dire que pour l'enfant, en fait, la relation entre le pénis et le canal muqueux, qui en fait est excité, non, parce que cet érotisme anal, en fait, c'est une excitation au niveau de l'anus, qui va être ensuite, donc pour l'adulte, dans de nombreux cas, à être réprimé, alors qu'il y a encore donc toute une possibilité, de la même façon qu'on va aimer embrasser quelqu'un pour tout le plaisir que ça peut nous donner, non, toute la sensation que nous pouvons avoir à partir de la bouche, et au niveau de l'anus, ben, c'est la même chose. On va dire que c'est l'autre côté de l'appareil digestif, non. D'un côté, il y a la bouche et de l'autre côté, l'anus. Mais là, il va nous dire, donc, dans cette phase anale, non, où, en fait, le boudin fécal, qui va parler du boudin facol, de ce bâton d'excrément, et il dit qu'il prend l'expression, d'un de ses patients, qui est, pour ainsi dire, en fait, le premier pénis, non, un pénis en érection, non, et qui va exciter la muqueuse du rectum, non. Donc, le caca est une sorte de monnaie d'échange, exactement, Justine. Donc on va voir, et après on va voir comment ces valeurs-là, non, que ce sont des valeurs qui fonctionnent uniquement dans l'inconscient. Donc après, de temps en temps, quand le psychanalyste il va écouter, donc le patient il va dire, ah là, on a l'impression qu'il y a, non, qu'on fait pas la différence, qu'on traite, par exemple, il y a des patients qui viennent et qui payent, ils prennent les billets, ils les jettent, non, comme si c'était de la merde, non. Donc on voit, non, qu'à chaque fois c'est qu'avec l'écoute psychanalytique, on va voir ce genre de manifestation, comment chacun, on va faire référence à ces équivalents, qui sont des équivalents donc dans l'inconscient, mais qu'on va voir qui vont se manifester dans la conscience, donc quand on sait bien sûr les écouter. Caca et investissement libidinal, caca et dette, par exemple, non. Donc, mais la dette, c'est quelque chose de différent, non, parce qu'il y a plus de choses en jeu, parce que là, avec la dette, il y a un autre qui est en jeu, non, et que le caca, c'est une masturbation, on va dire. Le caca, c'est une masturbation du sujet. Par contre, quand il y a la dette, s'il y a un autre objet, là, c'est une relation avec l'extérieur. Il s'agit d'autre chose, non. Donc, donc, on va voir que donc il dit qu'en fait le bâton fécal donc va prendre la place du pénis, et le rectum donc va prendre la place du vagin, puisque le vagin n'existe pas, donc non, c'est cette théorie donc du cloaque qui va donner ses explications, et donc on va considérer que le bâton fécal en fait peut être ou un pénis ou un enfant pour un enfant, un bébé. Ce sera plus économique de payer les séances en caca. Donc là, ce serait aussi très névrosé, non. Ce serait très névrosé. Donc, donc euh,
Donc il dit que dans tous les cas, en fait, le pénis a été le prédécesseur, parce qu'il explique que justement, même si le sujet commence à croire que l'enfant naît par le rectum, et donc que l'enfant devient l'héritier principal de l'érotisme anal, mais que dans tous les cas, c'est le pénis qui a été prédécesseur de l'enfant. Donc autant pour le garçon comme pour la petite fille. Non. Donc il dit que provenant de l'érotisme anal, l'entêtement constitue donc au service du narcissisme une réaction importante du moi contre les exigences des autres. Non. Miction, hein, défalcation constitue une forme de sexualité primaire ou primitive. D'accord, c'est-à-dire que donc l'entêtement, non, l'entêtement que certains sujets peuvent avoir, et donc fait référence à cet intérêt pour le sujet, encore des excréments qui deviennent donc des excréments qui sont des équivalents du cadeau et ensuite de l'argent. Et donc, parce que rendez-vous compte que c'est à cette époque-là où, juste pour terminer cette étape, où l'enfant va se rendre compte que la petite fille n'a pas de pénis. Et donc, quand le petit garçon se rend compte que la petite fille n'a pas de pénis, ça veut dire que lui, il peut perdre le sien. Donc, non seulement ça veut dire que lui, il peut perdre le sien, sinon qu'il y a des parties de son corps qu'il peut perdre. Et donc, c'est là où il va y avoir une association avec les excréments, qui est une partie de son corps qu'il perd. Hein? Donc, encore une fois, il y a les excréments, le pénis, non, les excréments et le pénis qui sont en association. Donc, il va nous montrer que les associations sont nombreuses, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir les éviter. Non, et donc, donc, le bâton fécal, le pénis et l'enfant sont donc tous trois des corps solides qui, ou par leur entrée ou leur sortie, excitent un canal muqueux, érotisme anal. Non, et donc l'investigation infantile, donc toute cette, pour répondre aux questions donc de l'enfant face à d'où viennent les enfants, ben l'enfant va donc associer ce bâton fécal, non, et au pénis. Donc, puisqu'en plus il ne va pas découvrir rapidement, enfin il va pas découvrir tout de suite la fonction du pénis, non. Et donc tout ça, ça va avoir donc une identité inconsciente. Une identité inconsciente que nous allons voir comment elle va se manifester ensuite à l'âge adulte. Donc sur ces traits de caractère, non, ces gens très avares. Parce que en fait, l'argent, quand il devient un équivalent général, en fait, il doit circuler. Il doit circuler, on n'économise pas non, on n'économise pas dans le sens où si on travaille, on va produire de l'argent. Et cet argent, c'est un bien qui va nous permettre, non, d'obtenir d'autres choses. D'obtenir d'autres choses pour mettre cet argent en circulation, pour qu'après, nous ayons bien évidemment d'autres bénéfices. Hein. Alors, dans cette société bourgeoise dans laquelle nous vivons, en général, l'argent, on va l'utiliser pour... Et on va l'utiliser pour des bénéfices qui vont s'arrêter à nous. Non, que ce ne sont pas des investissements, on va dire, qu'on va faire pour des réalisations sociales. Hein, en général, je sais qu'il y a des gens qui le font, mais que en général, l'argent, ben, il doit être gagné pour pouvoir ensuite être le laisser circuler pour qu'il puisse être utilisé à produire d'autres choses, et pas simplement des vacances, une belle maison, une grosse voiture, etc. Non, sinon que c'est quelque chose qui doit permettre au sujet d'établir un nouveau lien social, donc avec l'extérieur, pour multiplier ses relations sociales. C'est un élément donc qui est très bénéfique pour la collaboration et pour la création d'autres choses dans notre vie. Donc, travailler pour de l'argent simplement pour nous,
Non, j'allais dire, c'est assez mesquin, non, dans le sens où nous vivons dans une société et qu'une façon de participer au développement de cette société, ben, c'est de créer, je sais pas, chacun son truc, je veux dire, nous à l'école de psychanalyse, tous les psychanalystes travaillent et l'argent qu'ils gagnent est fait pour, d'un côté pour l'école, pour permettre aux jeunes de venir étudier dans cette école, et d'un autre côté pour faire ce genre de travail comme moi je fais ici dans la diffusion de la psychanalyse, et après dans d'autres manifestations qui vont toujours être en fait financées par les psychanalystes, c'est-à-dire que leur argent circule vers le social. Hein. Lien entre caca et pulsion de mort dans la répétition. Bah, je sais pas, expliquez-moi, Salma. Quel lien vous faites, vous, entre le caca et la pulsion de mort? Donc, tout l'érotisme anal, bien sûr, ça produit... non, parce qu'en fait, la régression, elle existe parce qu'il y a eu jouissance à l'époque de l'enfance. Donc, c'est comme un adulte qui reprend et qui reprend son pouce. Non, parce que c'était un moment de jouissance. Cet auto-érotisme du bâton fécal pour le petit garçon qui lui apporterait du plaisir, cela pourrait-il amener à penser du côté de l'homosexualité? Oui, mais c'est pas de l'auto-érotisme, là, René. Là, on est dans le narcissisme. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un objet. Non? Il y a les selles. L'auto-érotisme, il n'y a pas d'objet. Non? Donc, c'est l'étape supérieure, on va dire. L'auto-érotisme, c'est le bébé, le tout petit bébé, non? Où l'objet n'existe pas. Il n'y a que lui, il n'existe même pas. Non? On va dire cet auto-érotisme dans ce sens-là. Et qu'ensuite, à l'homosexualité, mais je ne sais pas si Freud il ne fait jamais d'équivalence entre l'homosexualité, parce qu'en fait l'érotisme anal il existe chez chacun de nous, pas simplement dans l'homosexualité. L'érotisme anal c'est quelque chose qui existe pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde. En plus c'est quelque chose que nous avons en commun les hommes et les femmes. L'érotisme anal, pour le reste, nous n'avons pas en commun, mais l'érotisme anal si. Non, mais donc ce n'est pas l'homosexualité, Freud il explique, non, parce que c'est dans le choix d'objets, pas dans la manière de se satisfaire. C'est-à-dire que il peut y avoir des femmes avec un érotisme anal très développé et non, par exemple, je veux dire, ou des hommes qui n'ont jamais eu de relation avec d'autres hommes, mais qui ont un érotisme anal, qu'ils aiment jouir de cette partie du corps. Je connaissais un schizophrène qui gardait ses cacas dans des boîtes chez lui. Comment l'expliquer? Ben voilà, il gardait, il ne voulait pas les donner, Marion, non? Comme des cadeaux qu'il gardait, qu'il ne voulait pas donner. Ben, allez savoir. Après, il faut voir, non? Ou comme des enfants, qui faisaient des enfants. Qu'est-ce que ça voulait dire, le caca? Ça veut dire enfant, pénis, cadeau, qu'est-ce qu'on a dit? Ça y est, j'oublie encore. Argent, comme s'il gardait de l'argent. Ben voilà, comme s'il gardait de l'argent, c'était son coffre-fort. Comment peut-on expliquer l'autoritarisme? C'est la paranoïa. Mais qu'est-ce que vous voulez comme explication? Je ne comprends pas la question. Comment expliquer? Donc, dans la paranoïa, il peut y avoir effectivement une régression à un stade auto-érotique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet. Hein? L'auto-érotisme, la particularité de l'auto-érotisme, c'est qu'il n'y a pas d'objet. Tandis que le narcissisme, il y a un objet. Un objet qui est fantasmé. Non, le névrosé, non, il fantasme avec ses fantasmes. Non, il se satisfait avec ses fantasmes. C'est-à-dire qu'il va faire son film. Il va faire son film et avec ça, il va y avoir non, sa satisfaction. Donc, et ce qui est important de savoir, c'est que pour l'appareil psychique, ça a la même valeur. C'est-à-dire qu'il y a satisfaction pour l'appareil psychique, qu'il y ait réalisation, la rencontre avec l'autre, ou qu'il n'y ait pas de rencontre avec l'autre. Le fait qu'il le fantasme et qu'il le vive dans ses fantasmes, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent bah, pourquoi je vais m'emmerder à l'extérieur, où je reçois des coups, des égratignures, où c'est plus difficile, que les autres ils me répondent, alors que quand je fais mon film toute seule, ben, je fais mon super film, je mets les décors que je veux, non comme disait Claude Nougaro dans sa chanson, où je suis l'acteur, les acteurs, le metteur en scène, je fais tout moi-même, et donc ça c'est le narcissisme. Coffre-fort qui le rendrait plus fort. Non, Salma, non, le coffre-fort qui garderait sa richesse avare. Non. C'est un avare, par exemple, non, qui garde tout son caca comme s'il s'agissait de l'argent.
Donc voilà pour aujourd'hui. Donc vous avez vu quand même le caractère anal a rassemblé beaucoup moins de personnes que d'habitude. Bon, nous sommes quand même encore là maintenant, donc à 10 heures, 127 personnes. Mais qu'on avait l'habitude, non, que l'anxiété avait attiré beaucoup plus de gens qu'aujourd'hui. Donc l'érotisme anal, c'est quelque chose, on va dire d'une certaine façon, c'est quelque chose à conquérir pour l'adulte, non? Conquérir cet érotisme anal pour qu'il ne se manifeste pas d'une autre façon, on va dire. Mais l'érotisme anal, on va le conquérir dans une séance analytique en parlant, pas seulement dans la pratique sexuelle. Hein? Parce que l'érotisme anal, en fait, il existe toujours, non? Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes pour aller aux toilettes. Intéressant, Clémence, merci à vous et à toutes et à tous. Ok, merci à vous, René. Donc, c'est quelque chose que l'érotisme anal, non? Que vous voyez les gens dans les toilettes et qu'ils ont leur revue, ben, vous voyez, non? Que c'est une manière l'érotisme anal de ces personnes. Donc, et que c'est donc une énergie qui n'est utilisée à rien. Après, les gens ils sont fatigués parce qu'en fait, ils régressent beaucoup. Merci à vous, Cynthia, Justine. Oui, fixation en stade oral, non pas organisée par la pulsion anale. Donc, bonsoir, très bonne semaine. Bonsoir, Martine. Isabelle, merci à vous. Alexia, certaines pratiques sexuelles impliquent le fait de manger du caca ou de se faire mettre dessus. Bon, écoutez, chacun ses goûts pour la sexualité. Non, chacun ses goûts pour la sexualité. Non, j'ai envie de dire bonsoir, les trous du cul. Ben voilà. D'accord, il y en a qui se donnent certaines satisfactions. Donc vous voyez, ça c'est une satisfaction, on va dire une satisfaction anale qui peut se satisfaire simplement avec une phrase, avec des phrases. Lana, bonne continuation. Marie-Laure, Michel, bonsoir, très intéressant. Donc on continue mardi prochain, donc à la même heure, au même endroit, donc ici même. J'espère que vous viendrez nombreux. N'oubliez pas que vous pouvez partager cette vidéo donc sur vos réseaux sociaux et parce que si nous sommes plus, nous pouvons être meilleurs. D'accord? Donc rassemblons-nous, soyons nombreux. Hein? Et Marion, Claudette, oui pardon, j'ai laissé passer les noms. Elmer, Sylvie, bonsoir. Tala, bonsoir. Amina, bonsoir. Jean-Loup, bonsoir, merci à vous. Sylvie, très intéressant l'érotisme anal. D'accord, très bien. Donc, la psychanalyse, un instrument pour tous est nécessaire. Nathalie, merci. Valérie, merci à vous. Bonne soirée. Corinne, bonsoir. Ah, Corinne, bonsoir. Myriam, merci pour ce partage enrichissant. Anne-Sophie, bonsoir. Merci à vous. Café, Féti, bonsoir. Marilyn, à dimanche. D'accord, oui, donc effectivement, Marilyn nous rappelle que dimanche, nous avons ce cours sur l'introduction à la psychanalyse, donc des textes d'épistémologie qui vont nous aider à bien définir donc le champ de la psychanalyse et qui est un cours donc très intéressant le dimanche à 17 h. Donc vous pouvez voir en direct ou en différé. Donc bonne continuation à tous et on continue donc Simona, bonsoir, j'arrive trop tard, bah oui. Bonsoir Simona, Céline, merci à vous, bonne continuation, donc, et à la semaine prochaine. Au revoir.